Bonjour à tous, donc William Benissa, 25 ans. Le nom de la conférence est un peu pompeux, la montée en puissance des ingénieurs en politique. Peut-être que vous vous dites les élus qu'on a demain et aujourd'hui ne sont absolument pas des ingénieurs, et je suis désolé de vous dire que ça risque de ne pas changer de sitôt vu le système dans lequel on est en place, mais en tout cas, les ingénieurs aujourd'hui ont une place importante en politique, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que la manière de faire de la politique a énormément changé, et qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies sont vraiment très importantes, on va dire, et pour faire de la politique en termes militants, dans les campagnes politiques, et dans la décision politique, et sans doute aussi demain dans l'administration de notre pays. Peut-être que vous êtes vous aussi fan de Black Mirror. Peut-être que vous avez vu l'épisode avec Waldo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un espèce de nounours qui gagne une élection en Angleterre. C'est une intelligence artificielle finalement qui gagne une campagne en Angleterre sur du trash talking et sur un programme qui n'existe pas. Et bien peut-être qu'on n'en est pas si loin, mais vous verrez ça. Alors le sommaire que je vais vous proposer, c'est tout d'abord de parler des outils numériques qui sont désormais utilisés en campagne. Vous verrez qu'une campagne présidentielle aujourd'hui, du moins celle qui s'est passée en 2017, n'a rien à voir avec ce qui pouvait se passer il y a 40-50 ans. On va voir ensuite l'aide à la participation et à la prise de décision pour nos dirigeants politiques. On va voir qu'il y a des outils numériques aujourd'hui qui sont mis en place, que ce soit des plateformes politiques ou de par la démocratie participative qui risque de monter en puissance dans les années à venir. Ensuite, un volet sur l'administration numérique. Pourquoi pas aller vers une administration numérique? On va en parler très rapidement avec aussi les risques que cela apporte. Et enfin, on va faire un peu de prospective en imaginant ce que pourrait être demain notre administration et la politique. Volontairement, tous ces sujets sont très survolés parce que, très franchement, on pourrait parler de chacun des sujets au moins une heure. On va commencer avec les outils numériques de campagne. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un parti politique, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des tractages et autres. Sachez qu'aujourd'hui, nos partis politiques ne font plus des tractages au hasard. On a pu frapper aux portes la première venue en se disant tiens, sans doute que cette catégorie socio-professionnelle va plus voter pour nous que le quartier d'à côté. Et donc aujourd'hui, il y a des outils numériques qui sont mis en place et qui permettent d'optimiser, on va dire, le militantisme politique. Des outils qui, de par des analyses INSEE et de par des analyses de bureaux de vote, de résultats, de catégories socio-professionnelles, on est aujourd'hui capable de dire, eh ben voilà, vous êtes un candidat de gauche, eh ben si vous visez ce quartier-là, ce quartier-là, ce quartier-là, vous avez d'autant plus de chances d'aller les faire voter et de gagner des voix. On regarde aussi l'abstention qui est mise en place, l'abstention dans les bureaux de vote, et comme ça nous oblige à aller dans ces quartiers-là pour les pousser à aller voter et pour pousser à aller voter pour nous, surtout. Donc voilà, des outils comme ça, il y en a plein. Il y a 50+1, il y a Nation Builder, je vais vous parler de celui-là très rapidement. Il y en a un autre, 50+1, il a été utilisé notamment par François Hollande, par Anne Hidalgo. Nation Builder a plus été utilisé par Emmanuel Macron, par la droite aussi, je crois. C'est des outils qui, à la base, viennent des États-Unis et qui ont notamment été utilisés par Barack Obama et, durant ses campagnes. Ces outils-là, ils parlent d'un militantisme pragmatique. Alors ça, c'est une citation que j'ai tirée d'une thésarde qui a fait des sujets là-dessus, c'est très intéressant. Et elle parle d'un marché politique avec un électeur consommateur. Ah, on est très loin des grands récits littéraires pour essayer de vous convaincre. Tout simplement, on vous explique qu'un électeur, eh bien, il a tant de chances d'aller voter pour vous, donc vous avez plutôt intérêt à aller vers lui, et vous êtes visiblement l'offre qui va l'intéresser plus que votre concurrent. Donc, comme je le disais, des études par bureau de vote, par résultat, mais aussi par sociologie, parce que ça, pour caricaturer un peu, et ces logiciels-là accentuent la caricature. Grosso modo, si vous êtes pauvre, vous avez beaucoup plus de chances de voter à gauche que de voter pour la droite. Et ensuite, on va vous proposer des bureaux de vote prioritaires. Alors, ces bureaux de vote prioritaires, c'est vraiment le Graal en fait pour le militant politique, parce qu'il n'a plus à perdre de temps à faire toutes les portes, d'aller mettre des tracts dans toutes les boîtes aux lettres. Finalement, il a juste à viser les bonnes boîtes aux lettres en fonction des bureaux de vote prioritaires, et avec ça, il a le maximum de chances d'optimiser son résultat. Ce qui est intéressant aussi pour Emmanuel Macron, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez de comment a été fait la campagne d'Emmanuel Macron, et au-delà de ça, comment est-ce qu'il a décidé d'être candidat. Mais en fait, il a commencé à faire des tractages et il a commencé à faire des porte-à-porte avant même d'être candidat.
Et en fait, il ne savait même pas vraiment si lui, il allait être candidat. En fait, il faisait du repérage. Donc en fait, il a donné à des militants de son nouveau parti En Marche, qui n'était à l'époque pas encore un parti politique, parce qu'ils ne faisaient pas vraiment de la politique, ils allaient juste récolter les besoins des gens. On leur donnait un questionnaire, on allait frapper aux portes, et en fonction des... on avait des questions définies, on devait réécrire les questions, et on envoyait ça dans un espèce de logiciel qui était ensuite traité par, une entreprise. Et en fait, on utilisait le big data pour faire ressortir des propositions politiques et aussi pour faire ressortir la cote de popularité d'Emmanuel Macron, mais la vraie, pas celle qui était issue des sondages politiques. On avait vraiment là le cœur des choses. Finalement, avec ce genre d'outils, demain, on est capable de créer un candidat politique. On est capable de, si on l'utilisait à très très grande échelle, réussir à évaluer quelles seraient les propositions phares à mettre en avant pour toucher le plus de monde possible et pour réussir à être le candidat le plus consensuel. Il y a beaucoup de critiques, notamment dans les pays britanniques, de partis qui, entre guillemets, sont fourre-tout, qui n'ont pas vraiment d'idéologie politique, ou du moins qui ne sont pas très très prononcés au vu des différences qu'il y a au sein même de leur parti. Et ces outils-là leur permettraient finalement de faire un programme consensus qui plairait à tout le monde et surtout aux électeurs, dans le seul et unique but de gagner l'élection. La campagne d'Emmanuel Macron, elle s'est fait aussi avec un militantisme de proximité, avec des plateformes de comités. C'est un outil qui a vraiment été puissant et qui est aujourd'hui utilisé par Génération, le parti qui a été fondé par Benoît Hamon, après qu'il ait quitté le Parti Socialiste, et aussi d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Concrètement, avant, lorsqu'on était dans une section type les Républicains ou le Parti Socialiste, on avait une section de ville, et donc on allait à la section d'Angers, par exemple, pour aller militer. Et en fait, avec ces outils-là, on se connectait sur une plateforme en ligne et on voyait qu'à 2 rues de chez soi, on avait un militant qui faisait des réunions chez lui. Et il avait créé ce qu'on appelle un comité et il faisait des petites réunions pour aller vous convaincre politiquement. Et en fait, c'était très puissant parce qu'on voyait que même dans son quartier, on n'était pas seul et qu'à 3 rues, on avait 10 personnes qui se réunissaient toutes les semaines pour faire de la politique. Et ça a vraiment... je pense en tout cas que ça a énormément aidé la campagne d'Emmanuel Macron parce qu'elle a permis de réunir les gens et de les mettre en contact par géographie. Et c'était quelque chose qu'avaient beaucoup de mal à faire finalement les grands partis qui parfois se découpaient en plusieurs sections, ça ne marchait pas vraiment, compliqué. Et ensuite, évidemment, le rôle clé des réseaux sociaux. Sans même parler des affaires qu'il y a pu y avoir d'influence russe, notamment avec les réseaux et autres, on voit que ces outils-là, tels Nationbuilder et autres, ont des outils qui vous permettent d'identifier des influenceurs Twitter qui pourraient être proches de vos opinions politiques, et en fonction de ça, on essaie de les contacter et on leur donne du contenu politique. Ça, ils n'ont pas vraiment à réfléchir à ce qu'ils vont dire. Finalement, on leur dit, bon ben voilà, vous mettez cette photo-là, vous mettez cet écriteau-là, et s'il y en a 150 qui l'écrivent en même temps, vous allez voir, ça va toucher beaucoup plus de monde. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça a une influence énorme en politique, je ne vais pas vous l'apprendre. On a vu notamment avec les Gilets jaunes à quel point ça pouvait être puissant. C'est par les réseaux sociaux qu'ils ont organisé leurs réunions et que le mouvement a pris autant d'ampleur. Aujourd'hui, le gouvernement essaie de faire une loi, notamment ce qu'ils appellent contre les fake news, même si le terme en fait, de la loi est complètement faux. Finalement, ce qu'ils essaient de faire, c'est de limiter les contenus sponsorisés par des associations et par des gouvernements extérieurs, notamment lorsqu'on parle de la Russie, des contenus sponsorisés durant la campagne présidentielle. Parce que lorsqu'on fait une campagne présidentielle, tous les fonds doivent être déclarés à l'organisme de financement de campagne, et donc par ces organismes-là, on permettait de faire de la publicité pour des candidats ou pour des idées sans que ce soit mis dans le financement de campagne. Donc en fait, la loi, justement, là, essaie de gérer un peu plus ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce qu'on se rend très bien compte que c'est un gros enjeu politique. Ensuite, je vais parler d'aide à la participation et à la prise de décision. On va en parler très rapidement, je vous donne 3 exemples. Ce qui avait été fait avec la loi numérique d'Axel Lemaire de 2016, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je ne sais pas si même vous y avez contribué parce que c'était ouvert. Je vais parler très rapidement du site du Grand Débat National et le site Parlement et Citoyens qui en fait est le site est issu de l'entreprise Cap Collectif qui a créé toutes ces plateformes-là et qui aujourd'hui est en avance, on va dire, sur tout le monde sur ce sujet-là. Alors ça, c'était la plateforme numérique d'Axel Lemaire. Elle avait sa loi. Il y avait tous les articles sur cette plateforme, et en fait on pouvait proposer des amendements citoyens. Alors, vous voyez, là j'ai mis un amendement sur les compétitions de jeux vidéo et sur la création d'une fédération sur les compétitions de jeux vidéo.
c'est une idée qui, très franchement, touchait pas beaucoup de parlementaires à l'époque. Et en fait, de par cette plateforme-là, ils ont réussi à faire émerger des problématiques auxquelles ils n'avaient absolument pas pensé à l'époque, et ça a permis de faire monter ce genre de sujet. C'était d'ailleurs très marrant de voir qu'il y a eu des articles qui étaient très techniques, des amendements très techniques qui ont été soutenus par énormément de développeurs, et personne n'y comprenait rien à l'Assemblée nationale, et heureusement qu'il y avait des fiches qui étaient toutes préparées pour le gouvernement. Donc là, c'est la création d'un article additionnel, par exemple, pour les histoires d'argent en ligne avec les compétitions de jeux vidéo et autres. Et on voit que, en fait, on pouvait dire je suis d'accord, je suis mitigé, je suis pas d'accord. Et en fonction du nombre d'accords que l'on avait, le gouvernement avait entre guillemets obligation de présenter cet article au Parlement. C'était un outil très franchement qui était assez intéressant et qui était bien foutu. Là, par contre, on a le site du Grand Débat National, qui est beaucoup moins ouvert comme vous pouvez l'imaginer. Je vous ai mis un petit sujet sympa avec quelqu'un qui explique que, grosso modo, être musulman, c'est pas vraiment être dans la République et que c'est un peu compliqué. Ça, c'est une des propositions que j'ai vues tout à l'heure sur le site du Grand Débat National. Ce que je veux vous montrer avec cette image-là, c'est que c'est beaucoup moins ouvert. On ne peut pas faire une proposition, écrire ce que l'on veut, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. En fait, on répond à des questions et on essaie de faire avancer nos idées à travers ces questions-là, et après on est soutenu ou non. Voilà, donc là, aucune intégration possible avec les musulmans, pour les autres, intégration par le travail et l'apprentissage du français. On voit que c'est très tolérant. Et là, ensuite, on a Parlement et citoyens. En fait, Parlement et citoyens, ça a été fait par Cap Collectif. Grosso modo, ils ont fait la plateforme d'Axel Lemaire en 2016. Ils se sont dit, c'était pas mal en fait comme idée, ce serait bien qu'on essaie de le faire pour toutes les lois d'une manière, entre guillemets, non officielle. Et donc ils ont créé cette plateforme-là qui est quand même pas mal suivie. Comme vous voyez, c'est ces 2 députés qui ont fait des propositions. Il y a quand même un nombre de votes important, là, il y a 29 000 votes. C'est pas négligeable, mine de rien. Après, il n'y a pas, comme avec la loi d'Axel Lemaire, cette obligation de présenter à l'Assemblée nationale des textes soutenus et autres. Mais ça permet de faire des consultations, en tout cas, et d'essayer d'associer les citoyens à la prise de décision. Je parle ensuite de l'administration numérique, très rapidement. Je vais vous donner l'exemple de l'Estonie. L'Estonie, c'est un peu le modèle pour tous ceux qui rêvent de l'e-administration. Grosso modo, depuis 2002, dès notre naissance, on arrive avec une carte d'identité numérique, et c'est un peu notre carte à tout d'Angers, mais à l'échelle de l'État. Avec ça, on peut avoir notre permis de conduire à l'intérieur, notre passe pour les transports, la carte piscine et compagnie. On a notre carnet de santé en ligne, on peut même voter en ligne, c'est quelque chose qui paraît absolument improbable en France aujourd'hui, mais grosso modo, ils vont se faire un site internet, tac tac, on vote et c'est parti. 96% des impôts sont payés en ligne par les Estoniens. En France, on est à peu près à 50% là aujourd'hui avec cette année, donc on est vraiment très loin du compte. Et justement, pour éviter les abus par toutes les données qui sont collectées, ils ont créé une agence publique qui a été mise en place pour ça. Pour l'Estonie, ça peut paraître sympa vu comme ça, mais je ne sais pas si vous avez le souvenir de cette attaque qui a été faite, cette cyberattaque par la Russie en 2007. C'est une cyberattaque qui est assez connue dans le monde de l'administration. En gros, ils ont fait une attaque DDoS et ils ont planté toute l'Estonie. C'est aussi simple que ça. L'Estonie était en blackout complet pendant à peu près une semaine. Les transports en commun, c'était galère pour y aller. Ils ne pouvaient plus rien faire, grosso modo. Les cartes d'identité numérique et tout ça, ça ne marchait plus. Donc en gros, c'est bien gentil de faire de l'e-administration, mais il faut quand même sécuriser tout ça. Les données qui sont récoltées par les Estoniens sont mises sur un serveur de l'OTAN, donc en termes de cybersécurité, a priori, ils ne sont pas trop mal. Mine de rien, il y a quand même des dangers qui peuvent apparaître. Alors demain, qu'est-ce qu'on pourra faire en France? Est-ce qu'on va pouvoir faire une plateforme numérique d'amendement citoyen comme ça? C'est des sujets qui sont véritablement abordés. Hein. Si vous écoutez notre secrétaire d'État au numérique, Mounir Mahjoubi, c'est vraiment des sujets qui sont abordés sérieusement, notamment avec les gilets jaunes, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui en fait que si le gouvernement n'essaie pas de cadrer les débats, et bien ça peut ça peut créer des mouvements sociaux finalement comme ça a été avec les gilets jaunes. Donc l'enjeu politique est quand même assez important. Alors ça c'est une idée marrante, c'est un ami qui m'a proposé, je trouvais ça assez rigolo. Il disait mais pourquoi pas être député démocratie directe. En gros, tous les votes au Parlement, moi je les récolte sur un Facebook Live, et puis en fonction de ce que j'ai sur mon Facebook Live, je vote. Pourquoi pas, hein, finalement ça pourrait être un mandat impératif. Le mandat impératif, grosso modo, on vote pour quelqu'un, et il a un mandat, mais il a obligation de voter ce pourquoi on l'a élu. Et finalement, avec une sorte de démocratie directe comme ça, on pourrait avoir un retour du mandat impératif assez curieux, mais c'est une idée assez marrante, je trouve.
Et puis, il y a toujours la question de la e-administration. Parce que c'est bien beau de faire de l'administration numérique comme ça, on gagne du temps, certes, mais on perd finalement du côté humain avec ça, et je ne sais pas si vous le voyez, mais on perd de plus en plus de guichets dans nos services publics. Pour vous donner un exemple tout simple, moi j'ai essayé de supprimer mon entreprise avec l'URSSAF, c'est impossible de pouvoir les voir désormais, on est obligé d'appeler un numéro qui au passage est payant évidemment, et j'ai envoyé une lettre, moi personnellement, avec accusé de réception, je ne sais toujours pas si mon entreprise est supprimée, ça fait à peu près 6 mois, et j'ai personne au téléphone pour me répondre. Mais il y a aussi évidemment la fracture numérique qui aujourd'hui est quand même assez importante en France, on a encore des zones blanches, on a des personnes qui ne sont absolument pas formées à ces outils numériques. Même moi qui ai fait de l'informatique, très franchement, mes impôts en ligne, j'avais pas mon numéro fiscal, je ne savais pas à qui m'adresser, c'était une galère. Tout ça pour dire que l'administration numérique, ça peut être intéressant, mais il faut la contrôler un minimum, à mon sens. Voilà.